suis donc médecin national, je suis aussi universitaire et enseignant en médecine, je suis médecin du travail et également responsable, on en a parlé ce matin, d'un centre de consultation de pathologie professionnelle. Donc j'ai entendu des choses qui me semblaient à moitié vraies. Bon, alors, donc effectivement j'ai choisi également d'être médecin national de l'MSA et je déclare publiquement mon lien d'intérêt. Donc ça c'est clair. Alors comme l'a dit le président, effectivement la MSA s'engage sur une démarche de progrès, une marche en avant vers les agriculteurs. Alors effectivement, ça peut paraître insuffisant. Mais le fait de mettre en place, et pas la MSA tout seul, mais des certificats, des certificats qui veulent dire on veut que les utilisateurs sachent utiliser. Alors bon, aujourd'hui c'est pas encore, on n'a pas le résultat qu'on souhaite, mais veulent qu'ils sachent utiliser les produits est déjà une chose importante. La deuxième chose, c'est qu'on veut qu'ils sachent ce qu'ils touchent et comment ils doivent le toucher. Et ça, c'est l'outil CERICH dont a parlé le président. Et là aussi, bien, les forces de la MSA vont dans les exploitations. Alors évidemment, ce n'est pas toutes les exploitations aujourd'hui, mais en tous les cas, la démarche, elle est lancée. Alors, on a parlé également pour la prévention, on va s'impliquer dans Ecophyto 2, comment on va s'impliquer dans les solutions qui pourront être proposées pour les alternatives aux phytopharmaceutiques, et en particulier, comme ça a pu être dit au niveau des ministères, la solution, on ne veut pas remplacer des phytopharmaceutiques synthétiques par des phytopharmaceutiques synthétiques. Ça, ces questions de substitution se sont posées régulièrement dans l'histoire. Je pourrais citer des exemples. Mais si on ne veut pas remplacer par des phytopharmaceutiques, il faut qu'on trouve des solutions techniques qui sont beaucoup plus complexes, qui font engager une approche multidirectionnelle. Et ça veut dire un travail technique important. Et la MSA s'engage également là-dedans. Alors, la deuxième chose, c'était sur les maladies professionnelles. Parce que là aussi, j'ai entendu des choses. C'est le responsable de centre de patho qui parle. C'est le patient qui déclare la maladie professionnelle. Et il la déclare quand il veut. Quand il a le sentiment. Le médecin l'accompagne, certes, en l'informant, et lorsque le patient déclare une maladie professionnelle, le médecin est tenu de faire un certificat. Il n'a pas le choix de dire non, je ne veux pas que vous déclariez une maladie professionnelle, non, je ne vais pas vous faire un certificat. Par contre, ce certificat ne dit que ce que le médecin peut constater. Ça, c'est liées à des faibles doses de pesticides ou à des synergies de pesticides sur le traitement modèle ne sont pas pris en compte, ne sont pas reconnus, ne sont pas ciblés de maladies professionnelles. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On ne peut pas déclarer une maladie professionnelle. Oui, je reviens, je termine, je reviens sur les maladies professionnelles. C'est tout médecin qui fait un certificat. Et contrairement à ce qui a été dit ce matin, ce n'est pas le médecin du travail qui est en première ligne. Je suis médecin du travail, nous sommes les derniers informés. Lorsque un patient a une pathologie, d'abord il va se faire soigner, il va voir son médecin traitant, il va voir les spécialistes. Et les médecins du travail, ils les voient plus tard. Donc c'est tout médecin qui peut et qui doit faire un certificat. Et on disait ce matin, les médecins ne connaissent pas les maladies professionnelles. Ils ne connaissent pas les maladies professionnelles. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas ce raisonnement qu'est la maladie professionnelle. La maladie professionnelle, c'est une entité administrative, ce n'est pas un raisonnement médical. Je sais parce que je forme des étudiants de deuxième cycle, ils l'oublient aussi vite qu'ils l'apprennent, parce qu'ils ne le pratiquent pas. Les médecins qui le font dans leur cabinet ne le font pas tous les jours. Et en plus, il faudrait qu'ils connaissent par cœur l'ensemble des tableaux, ce qui est impossible, donc ils ont quand même des outils pour aller les chercher. Mais c'est quelque chose qu'ils maîtrisent mal parce que ça n'est pas dans le raisonnement médical. Et alors, ça fait des décennies qu'on dit les médecins ne connaissent pas les maladies professionnelles, qu'il faut les former, qu'on essaye de les former et que ça ne marche pas. Et
Pourquoi? Tout simplement parce que il faut effectivement, on a besoin de comprendre que le système de maladie professionnelle, qui a par ailleurs des avantages, ne rentre pas nécessairement dans le raisonnement médical tel que pour lequel les médecins sont formés. Après, donc, sur ce qui est des tableaux de maladie professionnelle à la MSA, donc là, le président l'a dit, je parle au nom du médecin de la MSA, nous souhaitons une amélioration des tableaux de maladie professionnelle, et en particulier des 2 derniers tableaux de maladie professionnelle qui ont été créés. Aujourd'hui, nous sommes convaincus qu'il faut améliorer la prise en charge de la maladie de Parkinson, au-delà d'un délai de prise en charge d'1 an. Est-ce qu'elle peut être reconnue comme maladie professionnelle pour un agriculteur s'il estime que c'est son exposition répétée à des faibles doses pour un rapport de pesticides? Est-ce que ça, la MSA, peut reconnaître ce lien? Est-ce que le monde médical reconnaît ce lien? Oui, alors la MSA reconnaît ce lien. Ce qui bloque, c'est effectivement le critère du tableau. Quand on dit un délai de prise en charge d'1 an, ça veut dire qu'il ne doit pas s'être écoulé plus d'1 an entre la fin de l'exposition, et cette exposition elle peut être multipliée sur les années, mais une fois que ça s'est arrêté, il ne peut pas s'être écoulé plus d'1 an avant que les symptômes n'apparaissent et ne soient vus par un médecin. Ça veut dire quand même que le tableau reconnaît un lien entre l'exposition à produits chimiques et la maladie. C'est le principe du tableau, si vous voulez. C'est le principe du tableau. Tableau de maladie professionnelle. Vous avez deux en Europe et en Europe en particulier, vous avez 2 systèmes de reconnaissance de maladie professionnelle. Vous avez les systèmes dits de liste et les systèmes dits d'expertise. Nous sommes dans un système de liste, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les critères sont respectés, c'est reconnu automatiquement. Et ça a un avantage énorme, ça évite aux patients, ça évite à la personne d'apporter la preuve du lien. Dans un système d'expertise, comme ça peut se passer dans notre pays, ou comme ça se passe par exemple dans le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, bien là, cette présomption d'origine tombe, et il faut que la charge de la preuve est à la partie demandante. C'est ce qui s'est passé pour Paul François, parce que selon le patron de la MSA, on a méconnu le lien entre ce qu'il exposait et sa maladie. Il y a eu beaucoup de temps, vous allez jusqu'en justice. Comment vous analysez-vous ce que Paul François dit à ce niveau? Alors, donc, je ne connais pas complètement la maladie de Paul François. Ce que j'en ai découvert récemment, c'est que d'abord, c'est quelque chose qui survient accidentellement. Donc déjà, automatiquement, c'était reconnu un accident de travail. Or, l'accident de travail apporte les mêmes avantages que la maladie professionnelle. La deuxième chose, c'est que les tableaux de maladie professionnelle, on l'a dit tout à l'heure, il y en a 99. C'est-à-dire qu'en un siècle, on en a créé moins de 100 dans le régime général. Donc, souvent, ils passent dans le régime agricole, etc. Donc, ça veut dire que, on l'a dit tout à l'heure également, le tableau de maladie professionnelle, ce n'est pas une entité scientifique, c'est le résultat d'une négociation sociale, d'une négociation au niveau d'une commission où il y a 29 membres, et la MSA y participe, mais je dirais que ce n'est pas elle qui décide. Après, la MSA, elle applique les textes qui sont définis par le législateur. Donc c'est la raison pour laquelle les reconnaissances ou les non-reconnaissances interviennent à travers des règles que la MSA est obligée d'appliquer. Alors après, lorsqu'on n'est pas dans un tableau de maladie professionnelle, il y a effectivement un système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles. Ce système complémentaire ne reconnaît pas toutes les conditions, mais il reconnaît en particulier les maladies qui ne sont pas dans les tableaux de maladie professionnelle. Sauf que on a mis une condition, le législateur a mis une condition, c'est que la maladie devait être suffisamment grave. Autrement dit, il devait y avoir un taux d'incapacité minimum, ce qui fait qu'effectivement, un certain nombre de personnes qui ont réellement une maladie liée au travail ne peuvent pas rentrer dans la reconnaissance des maladies professionnelles.
Ça c'est un point important. Alors quand je dis que la MSA, et c'est sincère, hein, voilà, la MSA souhaite que les tableaux 58 et 59 progressent, c'est-à-dire que justement on passe dans la présomption d'imputabilité, ça veut dire qu'on pense que, et on en a tout à l'heure ça a été dit, je crois, que effectivement le lymphome non hodgkinien n'est pas une définition suffisante de la maladie, et qu'en effet, ce serait plutôt les maladies liées aux lignes B matures. Et à ce moment-là, ça ouvrirait et ça serait tout à fait logique. Aujourd'hui, ça illustre un petit peu comment sont faits les tableaux de maladie professionnels. Les définitions faites par les hématologues des maladies sont en train de changer parce qu'on comprend de mieux en mieux les mécanismes de ces maladies hématologiques, eh bien, ne sont pas forcément reprises telles quelles lorsqu'on constitue un tableau. Et après, pour faire évoluer le tableau, c'est très très long. C'est comme pour les constituer. Voilà. Dernière chose, bon, alors le C2RMP, tout à l'heure, vous l'avez dit, effectivement, il peut y avoir des avis soit négatifs, soit divergents des C2RMP. Je crois qu'il faut aussi regarder le rôle du C2RMP. Le comité régional de la reconnaissance des maladies professionnelles. C'est 3 médecins. Vous avez un médecin de l'assurance maladie, donc la MSA en l'occurrence. Vous avez un médecin inspecteur régional du travail, donc représentant la directe et le ministère du Travail, et vous avez un médecin hospitalier de pathologie professionnelle. Donc voilà. Et ces 3 médecins statuent. Mais ils statuent sur quoi? Ils ne sont pas là pour dire oui, c'est une maladie professionnelle ou c'est pas une maladie professionnelle. On leur demande de dire y a-t-il un lien, et en particulier dans les maladies orthodoxes, y a-t-il un lien direct et essentiel entre l'exposition et la maladie? Si vous n'avez pas suffisamment d'éléments quand vous êtes en C2RMP pour pouvoir trancher, eh bien, on peut avoir des décisions qui sont, j'allais dire, médecins dépendants, parce qu'il faut bien prendre une décision, mais que, effectivement, on n'a pas forcément les éléments, on n'a pas la preuve, et à un certain moment, on prend des décisions, et ces décisions, en fait, c'est l'intime conviction du ou des médecins, j'allais dire. Basé sur sa culture, de la maladie en question, des produits en question, du travail en question. Et même des recherches qui sont faites, des recherches bibliographiques qui sont faites, puisque moi, je travaille plus en C2RMP, mais quand je travaillais en C2RMP, systématiquement sur des maladies complexes telles qu'on les connaît en agriculture, nous faisions une recherche en amont de tout ce qu'on pouvait trouver pour argumenter notre dossier. Donc ça a à la fois un côté effectivement scientifique, c'était dit tout à l'heure, ça a à la fois aussi un côté d'incertitude sur lequel il faut prendre une décision et qui peut expliquer que C2RMP vont prendre des décisions opposées. Et pour faire pour Paul François, tout à fait. Voilà, pour finir, donc, ce que je pense, le message que je voudrais faire passer, et peut-être bref, c'est on peut reprocher ce qu'on veut avec ça, mais la MSA, et le président l'a dit, est pour moi, c'est pour ça que j'ai choisi de venir, un modèle de protection sociale exemplaire. Pourquoi? Parce que tout simplement, on va pouvoir aborder le cas d'un affilié sur l'ensemble des domaines et qu'on va pouvoir lier la santé au travail avec le reste, avec la maladie, avec le social, avec l'accompagnement. Et ça, je veux dire, on ne le trouve pas ailleurs. Moi, je connais un autre système de protection sociale que je connais bien, celui des fonctionnaires. Je peux vous dire que c'est bien les fonctionnaires parce qu'on a un statut protégé, mais le système de protection sociale, tous les jours, je me bats contre. Voilà. Et donc, je défendrai la MSA pour ça. Juste, si vous permettez, en termes de conclusion, 2 points. Oui. Simplement, moi, je précise ce que j'ai dit en introduction. Je suis venu là en toute transparence, en toute clairvoyance. C'est vrai que
c'est souvent un des sujets difficiles. Mais en tout cas, je souhaite, et je l'ai déjà fait aussi avec d'autres associations, alors, notamment les associations bretonnes de phytovictimes, de problèmes phytosanitaires, liés aux problèmes phytosanitaires. Et nous sommes là aussi pour vous écouter, vous entendre, je veux dire, et pour voir, et c'est pour ça que tout à l'heure j'ai été voir l'avocat de phytovictime en disant s'il y a des problématiques, on doit discuter de savoir quelles sont les problématiques que vous rencontrez, pour nous aussi regarder quels sont les problèmes que nous rencontrons chez nous et liés au fonctionnement de notre institution, de manière à faire évoluer le dossier. Et puis il y a un aspect que je voudrais terminer, il y a un certain nombre de dossiers, nous sommes une organisation de droit privé avec une mission de service public, et qu'on applique la réglementation que le gouvernement et la Chambre des députés et des sénateurs votent, et qu'à un moment donné, eux-mêmes ne peuvent pas nous dire à nous qu'on ne fait pas notre travail, quand eux-mêmes n'ont pas forcément fait leur travail en termes de réglementation. Donc il faut aussi que sur un certain nombre de sujets, ils acceptent de faire évoluer la réglementation. Voilà. Et notamment sur le tableau lié au lymphome, je veux dire, sur l'expansion, la définition aujourd'hui est tellement rétrécie qu'elle empêche voilà, toute progression de tableau. Et nous sommes, contrairement à parfois ce que j'ai pu lire ou entendre, nous sommes favorables à l'extension de ce tableau et voire à la création de d'autres si c'est nécessaire et qu'on reconnaît que l'utilisation de produits phyto a provoqué un certain nombre de. Le dernier point, c'est vrai que nous sommes, en tout cas moi, depuis 3 ans que je suis président de la Caisse centrale, sensibilisés à former à la fois les agriculteurs, les jeunes en formation agricole, sur la dangerosité et de savoir si on a d'autres méthodes alternatives à l'agriculture. Et juste pour terminer, quand on regarde nos cours, il y a quelques cheveux gris dans la salle, agriculteurs, quand on regarde nos cours, moi j'étais à Les Allangers en 80 et quelques, quand on regarde nos cours de phyto, d'agro et tout à l'époque, moins de phytotechnie, prônés par l'INRA, ministère de l'Agriculture et tout, il faut les regarder pour voir ce qui était dit à l'époque. C'est très intéressant. Voilà, ça montre que quand même, entre les années 80 et aujourd'hui, on a fortement évolué dans la compréhension et dans l'utilisation même des produits phyto, on a fortement évolué. Parce que franchement, ça fait peur de regarder nos cours de phytotechnie des années 80. Oui, dans les années 20, on prenait des produits cosmétiques à base de radio. On a un peu évolué, mais j'en reviens. Vous êtes fixé en fonction de l'état de l'art et de la législation, en fonction de l'état de la formation des médecins. Donc il y a des choses à faire, il y a des choses à faire en matière de législation. Si on écoute effectivement Delphine Fato dans le débat parlementaire et la réponse de François Drugy, président du Parlement, on peut avoir un sérieux doute sur la sérénité dans laquelle les débats ont eu lieu par rapport aux produits chimiques. Il y aurait eu comme quelques influences de certains groupes chimiques sur les décisions, sur les discussions en ce moment au Parlement.